Bonjour ou bonsoir à tous, selon votre fuseau horaire, et bienvenue à ce webinaire organisé par COPAX, Conscience congolaise pour la paix. Je m'appelle Edgar Angawale et je suis le modérateur pour aujourd'hui. Pour ceux qui se joignent à nous pour la toute première fois, COPAX est un organisme qui regroupe un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice, afin de mettre un terme à l'impunité en RDC. Si vous souhaitez vous engager et ainsi donc répondre à l'appel de notre personnalité de référence, le docteur Mukwege, vous pouvez aller sur notre site copax.org et cliquer sur adhésion. Comme nous le savons tous, si on se réfère aux prescrits de la Constitution de notre pays, nous sommes appelés à aller aux urnes en décembre 2023. COPAX va donc organiser une série de webinaires avec un focus sur ces dites élections. Pourquoi? Parce que, tout simplement, qui dit élection dit nouveau quinquennat, nouveau départ. Et en tant que citoyens congolais, nous estimons qu'il est de notre devoir de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire afin d'offrir des meilleures perspectives à nos concitoyens. Donc, cette série de réflexions que nous allons mener sur le nouveau quinquennat qui va commencer va toucher plusieurs aspects. On passera en revue le politique, bien évidemment, l'économique, le social et bien entendu, la défense. Au total, nous allons organiser 11 webinaires et nous vous ferons parvenir ce calendrier avec les différentes thématiques à aborder par le biais des différentes plateformes que nous utilisons, YouTube, Twitter, etc. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème élection 2023. Comment endiguer le cycle sans fin des crimes contre l'humanité? Nous aurons pour ce faire deux intervenants. Nous avons d'abord Madame Evelyne Ombeni qui nous rejoint de La Haye en Hollande. Bonjour Evelyne. Bonjour Edgar. Bonjour à tous. Et nous avons aussi Monsieur Nick Elébé, juriste et écrivain qui se trouve à Kinshasa. Bonjour Monsieur Elébé. Bonjour Edgar et bonjour à tous. Bonjour. Donc, pour votre information, donc, Madame Evelyne Ombeni est avocate à la CPI depuis 2010. Elle a été impliquée dans les procès des crimes contre l'humanité qui ont été commises en RDC, en République centrafricaine et pour le Darfour. Et Monsieur Nikelebe est, comme je l'ai dit, juriste et écrivain. Il est conseiller spécial de OSISA, Open Society Initiative for Southern Africa, qui a un bureau en RDC et il travaille là depuis 2012. Et aussi, il est écrivain. Il a écrit un recueil qui s'appelle Pétales dorés. Alors, comment endiguer le cycle sans fin des crimes contre l'humanité en RDC? Depuis 1994, la RDC est sujette à une instabilité récurrente. Et cette instabilité a engendré beaucoup de malheurs pour nous, des millions de morts, directs et indirects, et aussi des millions de déplacés. Le rapport mapping de l'ONU conclut que la majorité des crimes commis en RDC peuvent être qualifiés des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. À ce jour, on recense quelques 125 groupes armés, rien que pour le seul Sud et Nord Kivu. Et aujourd'hui encore, on assiste à des crimes contre l'humanité qui sont perpétrés par des groupes comme Kadeko, M23, des villes ou des villages tels que Kishiché, Rougari, sont devenus synonymes, malheureusement, des massacres. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, dans le camp des déplacés de Lala, dans le territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri, 46 personnes ont été massacrées par la Codeco.
Que peut-on faire pour pouvoir arrêter et mettre fin à cette comptabilité macabre? C'est ce à quoi nous allons nous atteler aujourd'hui, discuter un peu des perspectives que ce nouveau quinquennat qui va commencer peut nous offrir. Je vais donner la parole d'abord à Evelyne, Madame Oumbeni, Maître Oumbeni, de pouvoir exposer. Elle aura entre 15 et 20 minutes pour ce faire. Et ensuite, M. Nikelebe pourra exposer aussi son laïus pour plus ou moins 15 et 20 minutes. Et ensuite, on passera aux questions et réponses. Maître Oumbeni, vous avez la parole. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup, Edgar. Merci pour cette thématique qui nous tient tous d'ailleurs à cœur parce qu'on en parle depuis plusieurs années et sur laquelle nous semblons en fait tourner en rond et nous n'arrivons pas, en fait, je parle bien sûr de notre gouvernement et même la communauté internationale n'arrive pas à pointer au doigt peut-être le problème réel qui sous-tend en fait cette problématique. Pour ma part, aujourd'hui, si nous assistons à cette échelle, à ces cycles de violence, c'est d'abord d'une part, il y a ces problèmes, le défi pour l'impunité au fait en RDC. Les crimes que vous venez de citer, notamment qui ont commencé à se perpétrer contre la population civile et sans défense en RDC, ces crimes ont commencé depuis 1993. Et ces crimes, en fait, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Quelque part, il y a une absence aussi totale d'une politique en termes de mécanismes adaptés pour adresser contre ces crimes qui se poursuivent en RDC. Alors, parlant des raisons en fait, qui sous-tendent en fait, cette impunité qui est observée en RDC, on a identifié plusieurs raisons. Notamment, la première, il y a une réelle faiblesse structurelle et institutionnelle du système judiciaire en RDC. Nous avons également un défi important en termes de capacités techniques et opérationnelles dans notre justice de la RDC. Nous avons également épinglé un problème des faibles investissements, notamment financiers, qui rendent en fait notre justice moins outillée, incapable et qui la rend faible face aux exigences, mais aussi aux défis qui sont plus nombreux et trop grands, notamment concernant les crimes qui sont commis à RDC. À cela s'ajoute également l'implication, notamment des personnes influentes qui sont dans la classe politique, des personnes influentes qui pourraient éventuellement appartenir aux forces armées congolaises, qui sont aussi et qui ont été impliquées, et d'ailleurs les rapports les témoignent, dans ces conflits en RDC. L'autre défi qui, je ne sais pas si on pourrait le transférer ou le mettre dans le lot, mais c'est aussi l'implication au fait des personnes, et notamment des nationalités étrangères, qui sont impliquées dans les commissions des crimes, et l'implication notamment des sociétés, des multinationales aujourd'hui, qui sont impliqués dans ces conflits de manière directe ou indirecte, notamment dans le pillage des ressources naturelles de la RDC. Pour piller, il faut absolument trouver des hommes armés, et pour trouver des hommes armés, ces hommes armés doivent absolument commettre des crimes contre la population afin de pouvoir en fait, obliger, contraindre cette population de quitter son territoire et ainsi, au fait, commencer à faire le pillage ou à piller les ressources naturelles de la RDC. À cette lutte aussi, en fait, au défi
sur la problématique de l'impunité, nous avons aussi la problématique notamment de manque de ressources, notamment des magistrats. Il a été soulevé dans plusieurs forums, dans plusieurs réflexions, qu'aujourd'hui, la RDC ne compte pas suffisamment des acteurs politiques qui pourraient éventuellement couvrir les territoires de la RDC et notamment pour être impliqués dans des conflits ou des crimes à caractère internationaux. Et donc, pour ma part, je pense que si aujourd'hui, la RDC, les autorités de la RDC, s'est focalisée sur ces problématiques, sur ces causes de l'impunité, je pense que quelque part, il y aurait une réflexion et il y aurait également une volonté réelle politique de poursuivre afin de mettre en place des mécanismes qui vont répondre au fait à cette problématique. À ceci également, il faut ajouter qu'il y a eu plusieurs réflexions qui ont été menées notamment par des acteurs nationaux et internationaux afin d'appliquer quelques recommandations pour endiguer au fait ces cycles de violence, notamment ces cycles aussi des crimes contre l'humanité, crimes de guerre, et peut-être plus tard, avec les juridictions qui pourront éventuellement être mises en place, il pourrait être décidé ou constaté qu'il y a eu également commission des crimes des crimes de génocide en RDC. Et parmi les recommandations, il y a d'abord eu, la première recommandation était de pousser les autorités congolaises à mener un débat politique de qualité sur les questions de justice, de lutte contre l'impunité et de justice transitionnelle. Aussi, il a été demandé à ce que ces débats devraient être participatifs, menés sur la base d'une consultation large des acteurs impliqués ainsi que des communautés et ainsi placer les victimes au cœur même de ces débats par le développement d'une politique nationale d'une justice transitionnelle. Une autre recommandation serait d'explorer les possibilités afin de renforcer la coopération judiciaire sur le crime de guerre et crime contre l'humanité commis sur le territoire en RDC. Nous avons la France qui a emboîté d'ailleurs le pas par la poursuite notamment d'un ressortissant congolais qui a été et qui est poursuivi sur la base des crimes commis en RDC avant 2002 et des crimes qui sont contenus, par exemple, dans le rapport Mapping. Et je pense qu'il est vraiment du devoir aujourd'hui des autorités congolaises de pouvoir élargir au fait ces mécanismes de coopération avec des pays, notamment des pays qui appliquent la reconnaissance dans son droit interne, la possibilité de poursuivre des auteurs des crimes internationaux. Aussi, je dois ajouter qu'il est également recommandé aux autorités politiques de la RDC de pouvoir évaluer les lois d'amnistie qui ont permis et accompagné l'intégration des ex-combattants dans l'armée congolaise, ce qui a favorisé une culture également de l'impunité. Comme nous le savons, il y a eu plusieurs lois d'amnistie qui ont été votées par le Parlement de la RDC, par le gouvernement de la RDC, et ces lois, malheureusement, ont été très mal interprétées et a laissé au fait une brèche importante, notamment des militaires, des officiers ou des militaires de rang qui ont commis des crimes, qui se sont retrouvés, réintégrés dans l'armée de la RDC, promus même
dans l'armée de la RDC. Il est également question de s'assurer qu'un processus d'assainissement des institutions congolaises qui doivent passer par un vetting, c'est-à-dire toute personnalité congolaise impliquée, supposée même impliquée dans les commissions des crimes en RDC, ces personnes-là devraient être écartées et ouvrir des possibilités de les poursuivre devant les juridictions. Par ceci également, il est question de mettre en place une structure afin de plaider pour un processus de justice transitionnelle, mais également de plaider pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC. Je reviens encore sur cette question parce que je trouve qu'il est aujourd'hui important de revenir dessus. Nous avons des crimes qui ont été commis avant 2002, c'est-à-dire ces crimes qui ne sont pas de la compétence de la Cour pénale internationale. Et il est hors de question que nous puissions oublier l'existence de ces crimes, parce que ce sont ces crimes qui sont à la base également et la continuité, la raison de la continuité des autres crimes qui sont en train de se commettre aujourd'hui en RDC. Il est d'une notoriété publique que les groupes armés ne font que se muer en réalité. Les mêmes qui ont existé en 1993, si nous observons très bien, sont les mêmes personnalités qui reviennent aujourd'hui en 2023. Ce qui est quelque part l'oubli. Si aujourd'hui nous tournons la page, notamment des crimes commis avant 2002, ça serait une brèche que nous serons en train d'ouvrir pour une autre porte, notamment des crimes et des criminels qui vont se dire qu'il est possible de commettre des crimes en RDC et de ne pas être poursuivis. Pour des crimes commis avant 2002, il est important aujourd'hui, et plusieurs voix se sont levées, qu'il est essentiel qu'il y ait aujourd'hui une installation, un établissement d'un tribunal pénal international. Ce tribunal va permettre aujourd'hui aux victimes de découvrir la vérité de ce qui s'est réellement passé. Qui a fait quoi? Qui était qui? Ce tribunal pénal international aura aussi la capacité, les moyens, mais l'opportunité également de pouvoir poursuivre des autorités ou des personnalités étrangères qui étaient à l'époque des auteurs des crimes commis entre 1993 et 2001 ou 2000 par exemple. Ce tribunal aura pour opportunité également d'être à l'abri des ingérences, notamment de la part des personnalités militaires ou politiques congolaises et qui sont encore très actives sur le plan national, et ça serait vraiment une opportunité aujourd'hui de nous, en tant que peuple congolais, de comprendre qui était qui et qui a fait quoi. À côté de ce tribunal pénal international, il faudrait absolument penser aux mécanismes, notamment des chambres spécialisées. Ce mécanisme a été justifié, a été proposé, notamment par la communauté internationale. Ces chambres spécialisées pourraient notamment venir appuyer la justice nationale congolaise. Et nous savons tous que la primauté des compétences des poursuites des crimes internationaux a été accordée aux juridictions militaires. Bien sûr, avec le temps, de plus en plus, il y a une ouverture vers des juridictions civiles. Mais nous voulons aujourd'hui, au fait, que ce soit nos juridictions militaires, que ce soit nos juridictions civiles,
au regard des résultats mitigés, au regard des résultats moindres observés dans la lutte contre l'impunité et dans la poursuite des auteurs des crimes internationaux, nous pensons qu'il est essentiel aujourd'hui de mettre en place, à côté de ces deux juridictions nationales, des chambres spécialisées. Ces chambres spécialisées pourraient être composées des juges congolais, comme aussi des juges étrangers qui pourraient éventuellement venir nous apporter une certaine compétence, notamment dans la lutte contre l'impunité et notamment dans la lutte contre les crimes internationaux. Nous avons des pays comme la France, comme la Belgique, qui peuvent être des modèles. Ce sont des pays qui ont quand même une histoire juridique très avancée, très profonde. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir, par exemple, à côté des juridictions nationales ou militaires, ils ont créé des chambres spécialisées qui ont essentiellement pour mission des poursuites des auteurs des crimes internationaux, des crimes contre l'humanité. Donc, nous pensons que ces modèles seraient également les biens ou la bienvenue pour nous. Enfin, j'aimerais aujourd'hui aussi épingler une autre faiblesse dans notre justice ou dans notre appareil judiciaire congolais, c'est le manque de mécanismes et notamment de collecte des preuves. Vous le savez comme moi que la RDC avait des difficultés réelles et énormes, par exemple, pour notamment prouver des préjudices causés aux victimes, notamment des conflits de 2002 qui a opposé dans le procès la RDC contre l'Ouganda devant la Cour internationale de justice. Cela est mentionné noir et blanc dans une décision de la Cour internationale de justice. Cela devrait en réalité nous alerter. Nous parlons aujourd'hui des crimes qui ont été commis entre 1993 jusqu'à aujourd'hui, mais les seuls crimes pour lesquels nous avons un espoir d'avoir des preuves, ça serait peut-être des crimes qui ont été répertoriés dans les rapports mapping. Pour d'autres crimes, tous nous parlons des discours. Mais est-ce que nous avons aujourd'hui des mécanismes constitués des experts dans les collectes des données, mais aussi dans la conservation de ces données? C'est le travail, par exemple, que nous sommes en train de voir comment la justice ukrainienne prenne le dessus par rapport à cette problématique. Parce qu'ils savent que, d'autant que ce sont des crimes internationaux, ce sont donc des crimes qui ne seront jamais oubliés et qui pourraient être poursuivis même 100 ans, même 200 ans, même 40 ans plus tard. Mais pour ce faire, il nous faut absolument que nous ayons des mécanismes qui nous permettent de pouvoir avoir des preuves pour confirmer, corroborer l'existence des crimes cités ou des crimes qui seront amenés devant soit le tribunal pénal international qui sera créé, devant les chambres spécialisées ou devant la justice pénale congolaise interne. Donc, j'aimerais en fait redonner à Edouard avant que peut-être je ne poursuive avec ma présentation. Merci beaucoup, Maître Ombeni. Donc, je résume votre propos. Nous assistons à ce cycle sans fin de crimes contre l'humanité, essentiellement à cause de l'impunité, impunité qui est causée par la faiblesse
inhérentes de notre système judiciaire et quelques recommandations seraient un débat politique avec non seulement les politiques, mais les victimes aussi. Il faudrait renforcer la coopération internationale, évaluer les lois d'amnistie qui ont été promulguées plusieurs années en arrière. Il faudrait effectuer un vetting du personnel politique qui va pouvoir diriger la RDC et bien entendu l'instauration des chambres spécialisées et la TPI, bien entendu. Donc, merci beaucoup, Maître Ombeni. On va revenir sur vous car il y a des questions. J'en ai en tout cas quelques-unes. Alors, pour le moment, ce que je vais faire, je vais vous donner la parole à Monsieur Nick Elébé. Je rappelle qu'il est conseiller spécial au sein de la direction générale du Open Society of Africa. Il est de Kinshasa, donc il va nous entretenir sur le même sujet, et bien entendu de son point de vue, et ce, pendant plus ou moins 20 minutes pour être équitable. Monsieur Elébé, allez-y, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, Edouard, et merci beaucoup au COPAX pour cette invitation. Un sujet très intéressant, élection 2023, comment endiguer le cycle sans fin des crimes contre l'humanité en RDC. Alors, j'aimerais commencer ma présentation en épinglant un élément évoqué tout à l'heure par Maître Ombeni, à savoir la question de la mémoire, la question de l'oubli collectif. Et j'ai noté tout à l'heure que l'oubli collectif, en vérité, ouvrait une brèche à l'impunité. Et donc, c'est autour de la question de l'histoire que je vais adresser mon propos aujourd'hui, en évoquant la nécessité d'un engagement politique et citoyen autour de l'histoire. La commission des crimes contre l'humanité en RDC est devenue le lot quotidien des Congolais depuis plus de 20 ans maintenant. Et les tentatives d'endiguer ce phénomène, notamment par différentes initiatives, ont royalement échoué souvent. Et une des raisons majeures qui justifie ces échecs, c'est notamment le fait qu'une partie de la classe politique congolaise était notamment impliquée dans la commission de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, où n'avait pas véritablement intérêt à voir la situation changer. Les cas pour évoquer ce fait-là sont légion. L'échec de la commission Vérité et Réconciliation, les échecs des projets de loi sur les chambres spécialisées mixtes, les résultats mitigés des différents processus DDR organisés dans ce pays depuis toutes ces années, indépendamment des millions qui ont été affectés à ces initiatives. Il y a donc un lien étroit entre le succès ou l'insuccès des initiatives susceptibles de favoriser la lutte contre les cycles de crimes contre l'humanité et les profils des dirigeants à tous les niveaux. Alors, deux choses devraient en vérité caractériser les dirigeants politiques en RDC en vue de réellement influer sur la question. La première, c'est le fait de ne pas avoir soi-même participé ou bénéficié de la commission des crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou génocide en RDC. La deuxième, ce serait le fait d'avoir une réelle compréhension du contexte entourant la commission de ces crimes, ainsi que les enjeux qui y sont afférents. Les 4 dernières années, les dirigeants congolais, étant plus ou moins de la première catégorie, du moins pour un certain nombre d'entre eux, se sont frontalement engagés dans des discours et dans l'action en faveur d'une justice transitionnelle. Nous avons vu récemment une loi sur la réparation en faveur des victimes de violences sexuelles et autres formes de violation des droits humains. Nous avons vu des tentatives de réparation en faveur des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, bien qu'il y a beaucoup à redire sur le fonctionnement de tout ça et le niveau d'insatisfaction des victimes elles-mêmes sur terrain. Nous avons vu une politique nationale de justice transitionnelle être engagée, du moins un débat être engagé sur le sujet pour avoir justement cette justice transitionnelle encadrée autour d'une politique particulière. Cependant, nous estimons aussi qu'il y a certaines erreurs d'appréciation qui ont été commises. Et les dites erreurs reflètent ce que je qualifie d'un déficit de narratif national, constant et cohérent, sur le contexte qui entoure la commission des crimes contre l'humanité en RDC, ainsi que les enjeux y afférents.
En effet, les dirigeants congolais ont notamment voulu fonder leur action sur l'idée d'un changement de narratif sur le Congo. Le but étant de présenter la RDC non comme un État en conflit, mais un pays dynamique, démocratique et offrant des opportunités d'affaires et d'investissement. L'exemple le plus illustratif de cette approche, c'est notamment la conférence de l'inspecteur général des finances à Washington, si je ne m'abuse, et la fameuse phrase « Nous sommes à Kinshasa, à plus de 2000 km des conflits ». Alors, moins d'une année plus tard, malheureusement, après ce genre de propos, nous avons vu la résurgence du M23 qui est venu nous rappeler en fait la triste mémoire des affres de la guerre. Si la RDC a besoin d'un changement de narratif dans bien de domaines, nous devons convenir que dans toutes les matières qui entourent les conflits et leurs conséquences, notamment les violations des droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, voire des crimes de génocide commis sur le sol congolais, dans cette matière en particulier, nous avons besoin de deux choses. La première, c'est de la cohérence, avoir une harmonie de pensée, une harmonie d'idées sur ce que nous estimons être important dans ce domaine. La deuxième, c'est la constance. Nous avons donc besoin, en tant que République démocratique du Congo, de cohérence et de constance dans notre narratif. Or, nous constatons que depuis des décennies, tant la RDC, ses dirigeants et parfois ses citoyens ont péché par une inadéquation face à ces deux éléments importants. En termes d'incohérence, par exemple, nous avons constaté que au moment où le rapport du projet Mapping était publié, nous avions encore, au sein de la classe politique congolaise, une partie qui a contesté certaines conclusions de ce rapport qui, de façon générale, globalement, étaient plutôt favorables à la situation ou à la population congolaise et au narratif que les Congolais voulaient défendre. Lorsque, par exemple, le gouvernement congolais ne parle pas de la même voix, lorsque le rapport récent du groupe d'experts des Nations Unies a été publié, groupe d'experts qui ont notamment épinglé le soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars, nous avons constaté avec étonnement qu'une partie du gouvernement, notamment à travers le ministère des Mines, contestait certains éléments de ce rapport en évoquant d'autres aspects internes. Donc, il y a un souci de cohérence. Souci de cohérence, par exemple, lorsque certaines marches contre les massacres ou en faveur de la paix se sont trouvées être réprimées sur les 10-20 dernières années. Autre chose en termes de cohérence, voir la première dame visiter le cimetière des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani et voir moins de 48 heures après les troupes de l'armée ougandaise pénétrer sur le sol congolais tout aussi officiellement pour intervenir dans des missions de sécurisation. Vous comprenez quelque part qu'en mettant tous ces éléments ensemble, on peut se demander quelle est la cohérence du Congo sur ces matières qui sont pourtant importantes et dans laquelle elle a le plus grand intérêt justement à ce que sa voix soit entendue, soit respectée. L'inconstance dans le narratif se manifeste de différentes manières aussi. Par exemple, le fait que nous devions convenir ensemble que nous avons besoin d'écrire notre histoire, d'écrire l'histoire sur ce qui nous arrive et sur notre compréhension de ce qui nous arrive et ce qui nous est arrivé et savoir exactement à quoi nous en tenir ensuite. Sommes-nous en face d'une guerre d'agression? Sommes-nous en face d'une guerre civile? Vivons-nous un conflit international? Vivons-nous un conflit interne? Combien de victimes de ces conflits? Qui sont les victimes de ces conflits? A-t-on réglé le passif de la guerre? Pour reprendre ami avec certains voisins, qu'avons-nous fait des responsables dont certains sont encore au milieu de nous? L'inconsistance, justement, l'inconstance dans ce narratif peut poser problème à ce niveau-là et peut poser problème finalement pour bâtir un engagement collectif et national autour de la lutte contre l'impunité des violations des droits de l'homme, autour de la lutte contre l'impunité, mais aussi l'engagement collectif pour une forme de stabilisation et de paix sur le territoire congolais. Alors,
Rappelons-nous une chose importante, que si nous n'écrivons pas nous-mêmes notre propre histoire, d'autres nous imposeront la leur. Et donc, dans ces conditions-là, il faut avoir un rôle non pas passif, mais plutôt actif vis-à-vis de notre histoire. Alors, que pourrons-nous faire en face de ça? J'ai voulu noter 3 choses pour aujourd'hui et qui vont peut-être constituer des éléments centraux dans votre réflexion, mais aussi dans le débat qui va suivre. La première, c'est de favoriser la culture de la mémoire. Je le disais au début de mon propos, l'oubli collectif ouvre une brèche à l'impunité. Favoriser la culture de la mémoire signifie écrire l'histoire, ça signifie enseigner l'histoire, ça signifie apprendre l'histoire, ça signifie analyser et interpréter l'histoire, avoir un rôle actif vis-à-vis de l'histoire. Favoriser la mémoire collective signifie notamment ne pas s'arrêter simplement aux statistiques qui sont publiées matin, midi et soir sur le nombre de victimes depuis ces 20 dernières années. Ça signifie identifier ces victimes. Ça signifie connaître leur nom, connaître leur image, leurs photos, savoir où ils habitaient, connaître qui étaient leurs proches. Faire un travail de collecte d'informations sur qui est décédé. On ne peut pas s'arrêter indéfiniment à se baser simplement sur des statistiques produites par des ONG. Il faut aller encore plus loin parce que c'est un effort de mémoire collective et donc arriver à identifier qui est qui concrètement parmi les victimes. Et je cite comme exemple qui pourrait inspirer les Congolais ce qui est fait par exemple à travers le mémorial d'Auschwitz qui aujourd'hui sur son compte Twitter par exemple publie tous les jours des photos, des noms, des identités et les histoires de personnes qui ont été victimes de la Shoah, en disant leur date de naissance, en disant également les circonstances dans lesquelles ces personnes sont décédées. Nous avons donc besoin d'un grand projet d'histoire sur les conflits en République démocratique du Congo et leurs conséquences. Et donc, c'est un effort que la société civile, que des historiens, que des sociologues, que des anthropologues pourraient mettre en œuvre en s'associant. C'est un effort que le gouvernement de la République démocratique du Congo pourrait soutenir à coût de millions de dollars pour finalement aboutir à quelque chose qui soit racontable demain aux Congolais et à leurs descendants. Le deuxième élément important, c'est de donner un contenu législatif et politique à nos demandes. Nos demandes sont nombreuses. Nous évoquons régulièrement la question du pillage des ressources de la République démocratique du Congo. J'entends souvent les multinationales pillent les ressources de la République démocratique du Congo. Mais je m'étonne de constater que les seuls cadres législatifs qui permettent un tant soit peu d'agir ou d'interagir sur ces questions-là soient des cadres législatifs étrangers. On a parlé de la loi Dodd-Frank sur les questions des minerais du sang notamment, mais on parle également d'autres cadres qui sont mis en œuvre par l'Union européenne ou d'autres. Nous aurions besoin, nous aussi en République démocratique du Congo, de renforcer notre arsenal juridique pour finalement être capable aussi de nous attaquer à certaines entreprises, de nous attaquer à certaines multinationales. La question de la responsabilité des entreprises, la responsabilité pénale des entreprises, gagnerait à être renforcée dans notre cadre législatif. C'est un chantier dans lequel la société civile, les acteurs politiques, ceux qui seront issus des prochaines élections, peut-être les députés nationaux, les citoyens vis-à-vis de leurs députés nationaux devraient s'engager pour que finalement nous ayons quelque chose de plus concret dans ce domaine. La question des conflits interethniques qui se basent souvent sur le tribalisme. Qu'en est-il aujourd'hui de la législation congolaise sur ces matières-là? A-t-elle suffisamment évolué de manière à ce que finalement elle corresponde à une réalité et aux conséquences de cette réalité dans le vouloir vivre collectif, dans la paix et dans la stabilité? La question du négationnisme. Nous avons suivi les contestations lorsque l'ancien ambassadeur du Rwanda, qui s'est fait expulser de la République démocratique du Congo, contestait les chiffres, contestait la réalité de certains massacres en RDC. Et j'ai entendu de nombreux compatriotes évoquer le négationnisme. C'est du négationnisme. À la fin de la journée, la question était, OK, comment définit-on le négationnisme dans l'arsenal juridique congolais? Ce mot existe-t-il? Ce concept a-t-il été introduit ou incorporé dans notre système? Nous constaterons malheureusement qu'il n'existe pas. Il n'existe pas, par exemple, de crime qui condamne quiconque fait de l'apologie du viol. Dans un pays où le viol a été utilisé comme arme de guerre, dans un pays
où des centaines de milliers, voire des millions de femmes ont subi la pire des ignominies à travers des crimes sexuels. Dans un pays dans lequel nous sommes censés être engagés sur cette matière-là, l'apologie du viol n'est pas condamnée. Alors, je crois qu'il y a un chantier là aussi pour le législateur, un chantier là aussi pour l'acteur politique, un chantier là aussi pour la société civile, pour demander encore un peu plus, pour donner un contenu législatif et politique à chacune de nos demandes. Et je finirai par un dernier point, une dernière piste également pour nous, autour de l'histoire et de la manière dont finalement nous pouvons avoir un rôle actif et politique, citoyen vis-à-vis de l'histoire. C'est l'éducation nationale. Comment utilisons-nous l'éducation nationale pour finalement apprendre le vouloir, le vivre collectif, apprendre l'histoire des conflits au Congo, savoir qui est qui, et savoir également comment nous engager dans certains combats importants. Lutte contre les violences sexuelles, lutte pour la paix, lutte pour la stabilité, refus des crimes de guerre. L'école est-elle une partie de solution pour nous en République démocratique du Congo? Je pense qu'elle l'est. Et je pense qu'on peut utiliser l'école pour faire la différence et pour bâtir une nouvelle génération de Congolais et de Congolaises qui s'engagent contre l'impunité et qui s'engagent pour que le plus jamais ça que nous plaidons souvent à l'issue de nos réflexions, de nos conciliabules, de nos ateliers, de nos séminaires, devienne une réalité. Voilà, chers amis du COPAX, quelques idées que j'avais envie de partager avec vous et ravi d'en discuter à travers des débats. Merci. Merci, Monsieur Nick Elébé, pour votre propos. Donc, je rappelle que vous êtes plus centré sur la mémoire collective. Vous, à raison, vous insistez sur le fait que l'oubli ouvre la brèche à l'impunité et qu'il faudrait que dans le futur, que ceux qui ont participé de près ou de loin aux différents crimes commis en RDC n'aient pas droit au chapitre. Le problème qu'on a en RDC, notamment, ce serait le déficit du narratif. Il nous faut un narratif cohérent et un narratif constant. Pour ce faire, nous devons favoriser la culture de la mémoire, donner un contenu législatif à nos différentes demandes et enfin utiliser l'éducation nationale comme pilier pour favoriser le vivre ensemble. Merci. Donc, je rappelle que nous avons sur ce plateau M. Nick Elébé de Kinshasa et Maître Evelyne Ombeni de la CPI qui est en Hollande. Alors, je vais commencer par quelques questions par Mme Ombeni. Vous avez fait mention qu'il faudrait à un certain moment que l'on puisse avoir un TPI, un tribunal pénal international pour la RDC et des chambres spécialisées. Reconnaissez quand même, c'est quelque chose qu'on entend depuis pas mal de temps. Dans les faits, qu'est-ce que la RDC devrait faire pour que l'on puisse avoir un TPI chez nous, par exemple, ou des chambres spécialisées? Parce que nous avons vu que le Rwanda a quand même, à un certain moment, eu son tribunal international et certaines personnes ont été jugées. Donc, quelles seraient les démarches concrètes que le gouvernement de la RDC pourrait mener pour arriver à ce résultat-là? Ma deuxième question pour vous, Madame Ombeni, vous aviez dit qu'il y a une faiblesse inhérente de la justice, du système judiciaire en général. Et moi, j'ai peur quand vous dites que nous n'avons pas les capacités humaines pour mener des enquêtes, pour déterrer peut-être nos morts et apporter la preuve des massacres. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire pour tout justement renforcer ces capacités-là? Alors, pour Monsieur Nick Elébé, j'aurais aussi deux questions. Le premier, vous avez effectivement dit qu'il faudra favoriser la culture de l'histoire pour qu'on puisse se remémorer tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est dit. Nous avons quand même vu des tentatives d'écriture de livres blancs. Même récemment, je pense qu'un a été écrit. Est-ce que cela pourrait contribuer à cet exercice? Est-ce assez? Est-ce insuffisant? J'aimerais bien vous entendre à ce niveau-là. Vous avez parlé de renforcer l'arsenal juridique pour que l'on puisse s'assurer
finalement que tout ce que vous avez évoqué, le négationnisme, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en droit congolais, comment peut-on sévir ou du moins arrêter cette hémorragie? Avez-vous des propositions concrètes de type de loi que l'on pourrait mettre sur pied concrètement? Si vous pouvez nous en citer quelques-unes, qui ferait que demain, toute personne qui aurait un discours qui sortirait des rangs pourrait subir la rigueur de la loi. Donc, je laisse d'abord Maître Ombeni commencer et Monsieur Lébé, vous pourrez embrayer un peu plus tard. Merci. Merci beaucoup, Edgar, pour la question. Pour l'instauration ou la création d'un tribunal pénal international, cette quête et la requête doit provenir d'abord des autorités congolaises. Il est vraiment important que nous quittions aujourd'hui et que nous dépassions aujourd'hui les niveaux du discours et embraser une volonté réelle de mettre fin à l'impunité. Il n'y a pas de magie pour demander une création d'un tribunal pénal international. C'est question d'une volonté réelle du pays qui se veut au fait endiguer avec le cycle des violences que son pays et son peuple, dont son pays et son peuple sont victimes. Nous avons vu aujourd'hui, par exemple, la Centrafrique. Ils ont su aujourd'hui négocier l'instauration d'une cour spéciale. Pourquoi cela ne serait pas applicable, par exemple, chez nous en RDC? Nick a soulevé deux questions ici qui me paraissent très importantes. C'est le manque de cohérence et le manque de constance. Nos autorités nous chantent d'un tribunal spécial. Nos autorités font référence au crime des rapports mapping quand uniquement cela va dans le sens de leurs intérêts. J'ai entendu dernièrement un ministre, notamment notre ministre des Affaires étrangères, lors des négociations avec les mouvements M23, pour dire nous allons déterrer les crimes du rapport mapping. Mais soyons cohérents, soyons constants. La création d'un tribunal pénal pour la RDC, c'est une solution qui doit d'abord être trouvée, pas trouvée plutôt, mais demandée d'abord de la part des autorités congolaises. Et ça, d'ailleurs, la représentante, Madame Bintou, de la MONUSCO l'avait également épinglé et souligné dans plusieurs de ses interventions, que cela doit provenir, la demande doit provenir de la part de la République démocratique du Congo. Et cette demande, en fait, doit être suivie et appuyée par une cohérence et une constance dans les démarches aussi des autorités de la République démocratique du Congo. Si nous voulons demander la création d'un tribunal pénal spécial ou pénal pour la RDC, il faut absolument que les autorités de la RDC démontrent que, 1, nous serons capables, 2, nous sommes disposés, parce que ce tribunal va venir, mais il doit absolument coopérer avec les autorités nationales congolaises. Ce sont les autorités nationales congolaises qui doivent coopérer afin de pouvoir appuyer ce tribunal, notamment dans les enquêtes, notamment dans les poursuites, notamment dans l'identification éventuelle des potentiels auteurs des crimes, dans l'identification des victimes. C'est autant de choses que la RDC doit absolument mettre en place afin de prouver que non seulement il a une volonté, mais il a aussi la capacité de pouvoir répondre au fait, aux exigences ou aux demandes de la part de ces tribunaux pénals internationaux pour la RDC. S'agissant des faiblesses inhérentes, notamment dans la capacité,
dans la capacité de la justice congolaise, moi, je pense plutôt que ce pays regorge quand même des compétences. C'est un problème du système qui doit plutôt changer. Et le problème du système doit commencer par les autorités. S'il y a une volonté réelle, s'il y a un engagement réel, il est tout à fait possible, au fait, de créer un mécanisme de capacitation, je ne sais pas comment, capacitation des acteurs de justice en RDC. Ces acteurs existent déjà. Et aujourd'hui, la RDC peut bénéficier des compétences des autres acteurs, comme ce qui se passe, par exemple, en Ukraine. Nous voyons des enquêteurs ukrainiens qui sont appuyés par des enquêteurs qui proviennent des juridictions internationales, notamment de la part de la Cour pénale internationale ou d'autres enquêteurs qui ont été impliqués dans des enquêtes de grande renommée. Donc, personnellement, je pense que nous avons des ressources en RDC, nous avons des personnes, des acteurs qui sont capables, mais qui nécessite juste une capacitation, notamment dans les matières en lien avec la justice pénale internationale, c'est notamment pour les enquêtes et autres. J'ai appris récemment, par exemple, que ça a été prouvé, par exemple, dans les cadres des enquêtes qui ont été menées dans la province du Kasaï, où il était question d'aller exhumer les corps qui étaient entassés dans des fosses communes. Pour ce travail, il faut absolument des experts. Et les Nations Unies étaient obligées de recourir aux experts étrangers pour la plupart. Il est possible de créer des formations notamment pour former des enquêteurs, pour former des médecins légistes, pour former… Nous avons besoin de personnes, nous avons besoin qui proviennent des disciplines variées, des anthropologues, des psychologues, des journalistes. Ce sont autant de ressources que la RDC pourrait mettre en place et pouvait chercher notamment une sorte de renforcement des capacités de ces acteurs pour qu'ils soient à même, au fait, d'apporter un appui qui soit effectif et efficace dans la capacité, en fait, pour rendre notre justice plus capable. Merci. Merci, Maître Ombeni, mais je vais donner la parole à Nick, mais avant ça, je pose déjà votre prochaine question. Quelles seraient finalement les réformes structurelles à apporter à notre système judiciaire pour tout justement pouvoir faire face à pour endiguer ce phénomène cyclique et, comme vous le dites, rendre notre personnel judiciaire en capacité de pouvoir traiter ce genre de problème? C'est votre question pour la prochaine fois, mais pour le moment, je laisse la parole à M. Elébé de pouvoir répondre aux deux questions que je lui ai posées. Alors, merci Edgar. Est-ce que les livres blancs pourraient, d'une façon ou d'une autre, contribuer à ça? Évidemment, les livres blancs sont un effort mené notamment par le gouvernement congolais pour finalement identifier les crimes commis, identifier le cas échéant les auteurs, mais surtout évoquer les conséquences justement de ces crimes dans le chef de la population civile. Mais là aussi, mon point sur la constance et la cohérence revient. Combien de Congolais aujourd'hui utilisent les livres blancs dans leurs différents plaidoyers autour de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves commis en République démocratique du Congo? On évoque souvent le rapport du projet Mapping, mais les livres blancs, au moins 2 des livres blancs sont arrivés avant que ce rapport ne soit publié. Et donc, il y a là-bas des éléments issus du gouvernement congolais, que le gouvernement congolais a produit et que les Congolais pourraient utiliser dans leurs différents plaidoyers. Donc oui, je crois que ces éléments doivent être utilisés, mais au-delà de ça, continuer à avoir un rôle actif sur ces sujets-là,
continuer à plaider, ne pas laisser les livres blancs dans les tiroirs, ne pas laisser le rapport du projet mapping dans le tiroir, ne pas laisser les différents autres rapports produits par les ONG dans les tiroirs, mais en constituer un socle historique qui permettra ensuite d'éduquer, de former et aussi d'établir les bases de la demande qui est faite en interne, dans la région et au niveau international. Donc ça, ce sont des éléments, je crois, extrêmement importants que nous devrions impérativement prendre en compte dans tout ce que nous faisons. Nous devons juste éviter ce que nous observons souvent, cette mémoire courte, cette tendance à tourner vite la page, cette tendance à dire on veut la paix sans la justice. Et lorsqu'on dit justice, on menace et on prétend qu'on remue le couteau dans la plaie. On doit juste éviter cela parce que ce n'est qu'avec la justice, finalement, qu'on établit les bases d'une société qui monte, qui guérit de ses blessures d'hier. Tant qu'il y a une partie de la population qui se sent lésée, qui se sent abandonnée, qui se sent victime de discrimination, qui n'a pas pu bénéficier de la justice, il y aura tout le temps quelqu'un qui sera prêt, finalement, à prendre les armes. Tant qu'il y aura un enfant congolais qui observera et qui constatera que ceux et celles qui, d'une façon ou d'une autre, ont été responsables des affres qui ont ensanglanté sa communauté et que ces personnes continuent à émerger, à briller dans la société sans que personne ne leur demande compte, il y aura toujours un enfant congolais qui sera prêt à l'âge adulte à prendre les armes. Donc, il faut guérir. Et pour guérir, la justice joue également un rôle important. Regardez le cas de l'Allemagne qui a demandé pardon aux Namibiens en 2021 à cause du génocide commis là-bas. Je pense que c'est près de 65 000 personnes qui ont été massacrées en Namibie. Pour que 100 ans après, un siècle après, l'Allemagne soit en mesure de demander pardon, il a fallu que pendant 100 ans, les Namibiens continuent à être constants, continuent à être cohérents, continuent à demander, n'abandonnent pas leur mort, n'abandonnent pas leurs ancêtres, continuent à réclamer la justice pour leurs ancêtres et la dignité pour leurs ancêtres. Et donc, les Congolais doivent apprendre à avoir la même démarche. Nous devons éviter cette mémoire courte, nous devons éviter cette tendance à tourner trop vite la page. L'histoire a une portée hautement politique, hautement stratégique, hautement diplomatique. On ne peut plus la considérer comme un simple faire-valoir, comme un simple détail, comme un simple accessoire. On doit en faire un enjeu majeur et ça doit commencer en interne avant d'être influent à l'externe. Alors, concernant la deuxième question sur les initiatives législatives, j'en parlais tout à l'heure. La simple question du négationnisme, il faut lui donner du contenu. Il ne faut pas se limiter à l'évoquer dans les médias, dans les débats de politiciens ou bien dans les débats d'intellectuels ou de pseudo-intellectuels congolais. Il faut aller plus loin que ça, donner un contenu législatif à ça. C'est quoi le négationnisme au Congo? Qu'est-ce que nous nions? Qu'est-ce qui est nié? Qu'est-ce qui ne doit surtout pas être accepté? Lorsque, par exemple, on nie le fait qu'il y ait eu tel massacre au Congo, si le Congo a reconnu ce massacre comme étant un massacre authentique et il a identifié ses morts, le Congo peut-il continuer à accepter qu'il soit dit que cela n'a jamais eu lieu? Donc, il y a un lien étroit entre l'effort historique que nous faisons et la loi qui traduit dans les textes et qui donne une force à ce que nous avons réussi à faire dans le sens de l'historique. Et donc, la question du négationnisme en fait partie. La question de la responsabilité pénale des entreprises en fait également partie. La question de la compétence universelle. Pourquoi nous n'avons pas une législation qui nous fait avancer, qui fait avancer nos compétences sur ce plan-là? Pourquoi nous ne le faisons pas? Un pays comme la RDC devrait être le champion de la compétence universelle parce que nous avons souffert des crimes contre l'humanité, nous avons souffert des crimes de guerre et parce que nous réclamerons toujours la justice pour ceux qui souffrent, ceux et celles qui souffrent de ces crimes-là. Donc nous devons devenir des champions dans ce domaine-là. Nous devons revisiter les lois sur les violences sexuelles et voir ce qui manque encore. Nous devons nous interroger sur le statut de la victime dans le contexte législatif congolais. Est-ce qu'on parle suffisamment de la victime? Est-ce qu'elle a suffisamment un rôle à jouer? Est-ce qu'elle a suffisamment un statut dans notre système?
Est-ce que la victime, par exemple, est consultée lorsque certaines décisions de relax sont prises pour des personnes condamnées depuis 2, 3, 4, 6 ans en matière de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, sont-elles consultées? Ont-elles un mot à dire? Peut-on donner un peu plus de pouvoir à la victime finalement dans notre système? C'est autant de choses, autant de chantiers dans lesquels les juristes congolais, les scientifiques, les anthropologues, quiconque s'intéresse à ces sujets devrait impérativement s'engager. Je pense que ça nous aiderait. Ça nous aiderait à sortir du statu quo, ça nous aiderait à sortir des grands concepts, des grands principes, mais finalement aller dans le fond des choses et toucher certaines limites, certaines failles existantes aujourd'hui dans notre système qui ne permettent pas de lutter efficacement contre l'impunité. Merci, M. Lébé. Donc, avant de passer la parole à Maître Béni, je vous pose déjà votre prochaine question. Vous avez mentionné le besoin tout à fait important de pouvoir développer un narratif national. Et mes questions seraient les suivantes. 1, concrètement dans le fait, que fait-on pour avoir ce narratif? Faut-il convoquer la société civile, par exemple? Connaissant la politisation à outrance de notre société civile, on ne risque pas d'avoir une bataille où une certaine partie de la société civile voudra occulter les faits commis par certains. Ça, c'est une chose. Alors, est-ce que ce besoin d'écrire ce narratif ne va pas être buté justement au fait que certains bourreaux d'hier se retrouvent encore aujourd'hui dans des postes très importants? Vont-ils laisser faire? Que faudra-t-il faire pour passer outre finalement? Parce que la RDC va exister avec ou sans eux. Si les fautes ont été commises, elles doivent être dites à tout le monde. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez nous indiquer un peu qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Comment ce narratif peut être écrit au regard de tous ces challenges finalement qui sont inhérentes à la société congolaise? Donc, avant de vous laisser répondre, donc, Madame Oumbeni, si vous voulez bien me répondre à la question que je vous ai posée un peu plus tôt sur les réformes structurelles à apporter au système judiciaire pour faire face aux défis qui sont les nôtres. Oui, merci pour la question, Edgar. Parler des réformes structurelles, c'est penser d'abord aux capacités et aux moyens que l'État doit mettre à disposition de l'appareil judiciaire congolais. Si nous regardons, par exemple, depuis un certain temps, plusieurs années d'ailleurs, le budget alloué au ministère de la Justice en RDC, c'est un budget insignifiant. Deuxième problématique, c'est la question de l'indépendance de notre justice. Une justice faible, c'est une justice qui risque de souffrir de sa dépendance vis-à-vis de la politique. Et nous les constatons tous qu'en matière des questions notamment qui sont en lien avec des personnalités élevées dans le pays, il y a moins de chances que les poursuites, au fait, aboutissent, par exemple, à une réelle ou une vraie condamnation, à cause notamment de l'ingérence de la politique dans la justice. À ceci, il faut également repenser aujourd'hui à la problématique notamment des manques criants des magistrats en RDC. Nous parlons souvent nous parlons de la justice, nous ne voyons que Kinshasa. Alors que les zones où se passent réellement les crimes, la plupart des temps, les magistrats n'y sont pas. Donc, il y a un réel aujourd'hui problème de déficit, au fait, des magistrats et même des acteurs de justice qui doivent couvrir l'ensemble du territoire de la RDC.
il y a une autre problématique, c'est le renforcement des capacités. C'est une bonne chose d'avoir étudié le droit, c'est une bonne chose d'avoir été à l'école de magistrature, mais c'est encore une chose de rester dans un cycle de formation continue afin de répondre aux besoins et aux réalités qui sont les nôtres. Nick l'a souligné. Nous parlons tous, par exemple, de problématiques, notamment des pillages des ressources naturelles par des multinationales. Mais nous n'avons pas dans notre arsenal juridique ce type d'infraction où ce type de concept n'existe pas. Alors, il faut absolument aujourd'hui repenser à tous ces manques afin de répondre de manière efficace aux exigences, mais aussi aux besoins de notre justice. Une autre problématique, c'est de renforcer aujourd'hui la confiance de cette justice aux justiciables. Les justiciables congolais que nous sommes, nous n'avons plus confiance en cette justice. Il est parfois difficile de convaincre même les victimes des crimes aussi graves d'aller vers notre justice. Parce qu'elles savent qu'au départ, que quand nous parlons de la justice, nous parlons de l'argent. Quand nous parlons de la justice, nous parlons, il y a des influences. Il faut aujourd'hui repenser à regagner cette confiance de cette justice de la part de justiciables. Et cette confiance ne peut être établie que si ceux qui rendent cette justice sont cohérents et constants dans leur démarche également. Donc, je pense que c'est tout un travail qui doit être fait de rebâtir la justice, mais il faut rebâtir la justice avec les personnes qui ont la conscience, surtout la conscience du seuil de gravité en termes des crimes dont nos victimes, dont notre population est victime, et des personnes qui doivent aussi se donner corps et âme afin d'apporter réellement des réponses à cette problématique. C'est tout un travail qui doit être fait dans le système judiciaire congolais qui concerne les magistrats, qui concerne aussi des avocats, qui concerne d'autres acteurs de la justice, ce sont des OPJ. C'est tout un travail qui doit être fait pour refonder et bâtir une autre vision de la justice, je dirais. Et vous pensez que ça, c'est possible à court, moyen, long terme, Madame Mombeni? C'est une question de volonté. Si la volonté y est, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, il est possible, de ramener notre appareil de justice à un standard qui peut nous permettre, d'être à même de répondre aux questions et aux exigences qui sont les nôtres par rapport aux crimes que nous connaissons aujourd'hui en RDC. C'est possible. Merci. Non, M. Lévé, le narratif national. Parlons-en. Alors, moi, j'ai deux ou trois idées majeures à ce sujet. La première, je pense que nous avons besoin d'un projet national sur l'écriture de l'histoire. OK? Et je pense qu'il est important que ce soit à travers une décision politique de mettre en place une sorte de comité qui sera en charge de cette rédaction, mis sous la houlette de Congolais compétents, de Congolais irréprochables, de Congolais n'ayant pas participé d'une façon ou d'une autre à la commission des crimes les plus graves ou la commission de crimes tout simplement en République démocratique du Congo et qui ont la distance nécessaire
vis-à-vis des pesanteurs politiques et vis-à-vis des pesanteurs financières ou sécuritaires pour pouvoir faire ce travail-là. Ce projet national d'écriture de l'histoire pourra aboutir justement à une série de publications de haute facture, une série de livres de haute facture qui pourront ensuite être distillés dans les programmes d'éducation, dans différents programmes à travers les médias pour être compris par le commun des mortels, pour être popularisés ou domestiqués d'une certaine façon sur le plan national. Ce projet national sur l'écriture de l'histoire pourrait aussi aboutir à influencer un tant soit peu l'espace culturel à travers les bibliothèques, à travers les musées nationaux, pour permettre finalement à ce qu'on ait un musée, pourquoi pas de la guerre, ou si on veut être positif, un musée de la paix, un musée de la mémoire, n'est-ce pas, qui permettent de revoir les images, qui permettent de revoir les noms de toutes les personnes victimes des conflits ces 20 dernières années qui ont pu être répertoriées, qui sera mise à jour régulièrement. Voilà des choses dont nous avons besoin et qui permettent finalement d'asseoir cette mémoire collective. On se plaint souvent, partout dans le monde, partout où il y a eu les pires affres, il y a des endroits de commémoration, il y a des endroits où l'on va s'incliner. Nous n'avons aucun endroit euh, avec une portée nationale connue de cette manière. Nous avons certes certaines tentatives qui ont été menées, parfois par les victimes elles-mêmes, parfois par leur communauté. Nous n'avons pas besoin que ce soit quelque chose de simplement communautaire. Nous avons besoin que toute la nation s'associe, toute la nation se solidarise avec les communautés qui ont été d'une façon ou d'une autre affectées, que toutes les nations se souviennent des noms de chacune des victimes, que ce ne soit plus seulement des statistiques, des chiffres. Nous sommes fatigués des chiffres. Nous avons besoin de voir les humains derrière les chiffres. Nous avons besoin de voir les visages derrière les chiffres. Car ce n'est que comme ça, finalement, que les cœurs des uns et des autres seront touchés. Ce n'est que comme ça que l'âme de la nation sera soulevée vers un engagement collectif pour la paix, pour la justice, pour la réparation. Je pense également, en deuxième proposition, au-delà du projet national sur l'écriture de l'histoire, à des consultations nationales sur la gestion des crimes du passé. Alors certes, aujourd'hui, à travers le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, il y a des sortes de consultations qui sont menées autour de la justice transitionnelle. Les limites de tout ça, c'est que on va aborder un public différent et varié, parfois un public inexpérimenté sur ces domaines-là. On va leur demander, écoutez, que voudriez-vous voir en termes de justice transitionnelle? Alors certainement, ils seront un peu orientés avec quelques propositions sur les mécanismes de justice transitionnelle existants. Les uns et les autres vont donner des points de vue. On va pondre un rapport et ce rapport finira finalement une fois de plus dans les tiroirs parce qu'il n'y aura pas eu, au-delà du ministère des Droits humains qui a quand même été assez actif sur ces sujets-là, mais il n'y aura pas eu il n'y aura pas eu plus que ça. Il n'y aura pas eu une ordonnance présidentielle qui instituerait ces consultations nationales sur la gestion des crimes du passé. Et il n'y aura pas eu cet engagement au plus haut niveau. Alors, je le disais dans mon propos, on a parlé de politique nationale de justice transitionnelle, mais on a besoin d'un texte, on a besoin d'une ordonnance qui lancerait des consultations nationales sur la gestion des crimes du passé, qui permettrait aux gens de réfléchir sur ce qui leur est arrivé, de réfléchir sur leur victimisation, de réfléchir sur ce qu'ils ont ressenti derrière cette victimisation, de réfléchir sur leurs besoins existants actuels, de réfléchir sur la réparation. Que faudrait-il en termes de réparation pour satisfaire les consciences des uns et des autres? Que faudrait-il pour amener la paix des âmes, cette paix des âmes qui est importante pour avoir finalement la paix des âmes? Que faudrait-il pour y arriver? Alors, des consultations nationales aideraient à cela. Donc, moi, je plaide pour aller au-delà de ce qui est fait en ce moment, mais avoir un vrai engagement national, un vrai échange, des vraies consultations sur l'ensemble du pays qui ne laisseront pas seulement la place aux ONG, qui laisseront la place aux citoyens. Les citoyens pourront mener cela. Les citoyens pourront piloter des unités de consultation dans leur commune, dans leur province, dans leur circonscription, pour finalement discuter de tous ces sujets-là, discuter de ce qu'il faut faire pour améliorer la situation finale. Concernant la dernière question, celle de la place des bourreaux, finalement,
Les bourreaux sont une partie du problème, ils peuvent aussi être une partie de la solution. Ils doivent accepter de coopérer ou de payer. Les citoyens doivent surtout aujourd'hui travailler pour que les bourreaux ne soient pas en position de jouer un rôle politique majeur. Ça signifie utiliser sa carte d'électeur. Ça signifie aussi utiliser une fois de plus la recherche. Dénoncer ceux qui doivent être dénoncés, puisqu'on les connaît. Dénoncer ceux qui doivent être dénoncés, puisqu'ils sont identifiés. Là où les citoyens savent que le candidat député national, le candidat député provincial a été d'une façon ou d'une autre impliqué dans la commission des crimes les plus graves dans le passé, a été d'une façon ou d'une autre impliqué dans les crimes qui ont été commis dans une circonscription particulière, là où ces choses sont documentées, là où ces choses sont visibles, eh bien, il faut pouvoir arriver également à dénoncer. Et il faut que la loi protège les citoyens qui dénoncent ce genre de choses. Il ne faut pas que la diffamation soit jetée à tour de bras sur les citoyens qui font entendre des voix critiques sur des sujets qui sont tout aussi critiques. Là aussi, il y a un besoin de réforme. Donc, les citoyens doivent être capables de dire cet homme, cette femme ne peut pas, parce que son groupe a commis tel crime, parce que lui-même a été l'auteur de tel crime, parce qu'ils auraient été témoins des exactions, et utiliser sa carte d'électeur pour éviter que ces personnes entrent en fonction. Utiliser sa carte d'électeur, par contre, aussi, pour que des personnes susceptibles de contribuer d'une façon ou d'une autre à l'amélioration de la situation, hommes, femmes, où qu'ils soient dans le pays, quel que soit le niveau, puissent arriver également à avoir voix au chapitre et puissent arriver finalement à l'hémicycle. Là, ils pourront voter des lois de la dignité, des lois de la justice, des lois de la vérité. Voilà. Et toujours dans ce cadre de travail on va dire, de narratif national, est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir une date commémorative, un peu comme le Génocoste, comme beaucoup de Congolais de plus en plus le souhaitent, du 2 août, qui pourrait au moins nous permettre de nous rappeler des victimes qui sont parties? Ce serait quelque chose qui entrerait dans cette logique, par exemple? Absolument. Et je crois que le politique devrait comprendre qu'il y a aujourd'hui un besoin dans la société congolaise de commémoration. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui à travers le Génocause, ce qui se passe aujourd'hui à travers ces dates commémoratives, ce qui se passe à Kisangani, parce que de plus en plus, depuis quelques années à Kisangani, les victimes sont organisées et les victimes commémorent chaque année les victimes de la guerre de 6 jours. Il y a une tendance dans la société congolaise à aller vers la mémoire. Et donc, le politique, on dit souvent que le fait précède le droit. Eh bien, le politique devrait se saisir de ces faits-là et décider de les traduire cette fois-là en législation, en politique publique, en décision politique qui permettent d'officialiser et d'officialiser et de donner une force légale à cet engagement aujourd'hui, à ce mouvement aujourd'hui au sein de la société. Donc, je suis favorable à ce genre d'initiative et favorable à l'idée finalement de donner un contenu et de donner des dates précises qui permettront à toute la société de se souvenir. Et pendant ces dates-là, de demander aux médias de faire leur devoir, c'est-à-dire de placer des programmes qui sont éducatifs à ce sujet, d'inviter des personnes susceptibles d'expliquer ce qui s'est passé et finalement contribuer à ce que l'on n'oublie pas. Nous commettrons la pire des erreurs en tant que nation si nous devenons collectivement amnésiques ou si nous refusons d'avoir une mémoire aussi large possible qui nous permettra d'éviter de perpétuer ou de laisser perpétuer les mêmes choses demain. Parfait. Merci, M. Nikelebe. Merci, Mme Ombeni. Nous arrivons à la fin. Il nous reste plus ou moins 5 à 10 minutes. Un mot de la fin pour clôturer ce webinaire. Donc, chacun peut avoir 2 à 3 minutes. On commence par Mme Ombeni. Un mot de la fin, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Edgar. Le mot de la fin, c'est vrai, c'est une invitation. La lutte contre l'impunité, endiguer les cycles de violence en RDC, ne doit pas rester une quête uniquement de politique. C'est chaque citoyen, avec le moyen qu'il a, il possède une petite parcelle de pouvoir qui pourrait permettre à chacun de pouvoir faire avancer les choses. Cette question n'est pas l'apanage de seuls juristes ou des avocats ou des magistrats, mais c'est de tout citoyen
qui sait ou qui connaît ou qui reconnaît en lui cette volonté réelle de pouvoir participer à un Congo nouveau, de pouvoir participer à un Congo dans lequel on pourrait enfin vivre sans les crimes. C'est aussi ici pour moi l'occasion de parler aux victimes, que le temps qui s'écoule ne pourra jamais effacer ce que vous avez vécu. Et nous pensons que nous appartenons à cette génération qui fera tout ce qui est possible pour que vos voix soient entendues. Quel que soit le temps qui passera, soyez rassurés que vos voix seront entendues et que vos préjudices un jour pourraient être reconnus. Merci. Merci, Maître Mbéni. Monsieur Lébé, un mot de la fin et aussi un petit mot sur votre recueil de poèmes, Pétales dorés, si vous voulez bien. D'une part, je fais mien l'appel de cœur lancé tout à l'heure par Maître Evelyne Mbéni que je partage d'un bout à l'autre. D'autre part, je vous remercie, vous, pour l'invitation et je vous remercie aussi pour ce que vous faites. Et je pense que de plus en plus avoir des citoyens congolais qui s'engagent de cette façon-là est louable et même nécessaire. Nous ne pouvons pas être un pays qui prétend avoir perdu des millions de personnes et être aussi négligent vis-à-vis de l'histoire. Nous avons une obligation morale, une obligation politique, une obligation historique de nous engager de façon active en tant que citoyens ou en tant que politique pour les acteurs politiques sur ces matières-là. Alors, le livre Pétales dorés est un livre publié en 2020 qui est en fait une manière pour moi de donner une voix aux victimes des conflits armés en RDC et en particulier les victimes de violences sexuelles. L'idée, c'est de, à travers le livre, à travers la poésie, mettre en avant un certain nombre de demandes et d'appels que nous avons entendus, que nous avons vus sur terrain, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille sur ces sujets-là, et les relayer à travers des textes qui permettent finalement à tout lecteur, qu'il soit jeune ou vieux, de se faire une idée exacte de ce qui s'est passé dans ce pays, mais de se faire une idée exacte aussi des attentes pour l'avenir. Et donc, des thèmes comme la justice y sont évoqués, des thèmes comme le devoir de mémoire y sont évoqués, des thèmes liés au patriotisme, à l'engagement des jeunes y sont également évoqués. Et pourquoi Pétales dorés? Simplement parce que la vie a été identifiée comme une sorte de fleur, une fleur qui est unique, qui est spécifique, qui est précieuse, et finalement qui est fauchée, qui est flouée aux pieds, parce que certaines personnes, pour des raisons d'argent, de pouvoir ou de plaisir, ont décidé finalement de massacrer les autres. Et donc, c'est de rappeler la particularité de la vie et l'aspect précieux de la vie également. Et donc, j'encourage quiconque à s'en procurer. Il va être sur Amazon dans très peu, mais ceux qui sont à Kinshasa peuvent déjà s'en procurer. Et il y a différents contacts sur les réseaux sociaux qui permettent également de commander le livre à distance. Merci beaucoup. Merci, M. Nikelebe. Merci, Maître Mbéni. Voilà, vos propos clôturent le webinaire d'aujourd'hui. Nous avons évoqué ensemble des pistes très concrètes pour endiguer le cycle sans fin des crimes contre l'humanité en RDC. J'espère que ce webinaire sera entendu par celui ou celle qui aura entre ses mains les destinées de notre pays en 2024. Espérons que les choses iront pour le mieux et que vos réflexions vont tomber dans l'oreille d'une personne qui pourra les mettre ou les implémenter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont suivis. Ce webinaire sera disponible sur notre site internet copax.org et bien entendu sur notre compte Facebook. Merci et bonne journée ou bonne soirée chez vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.